Après le diagnostic, nous allons voir maintenant les grandes orientations et les actions. Les grandes orientations sont les choix finalement de mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Donc on a les orientations qu'on décline en actions et ensuite nous déclinerons ça en actions spécifiques. Alors on va entrer, si on veut bien, dans le cœur du moteur. On va commencer à comprendre comment se fabrique, au-delà d'un diagnostic, un schéma directeur. Donc on l'a vu le diagnostic, on l'a vu très longuement puisqu'on a passé 3 vidéos à regarder ce qu'était un diagnostic, à voir comment c'était construit, mais maintenant on va voir un certain nombre d'orientations. Ce sont des choix politiques quelque part, des choix que l'on fait au-delà ou parallèlement au diagnostic. On l'a dit déjà, on n'est pas obligé à chaque fois de répondre à tous les éléments qui sont dans le diagnostic. C'est pas parce qu'il y a un problème qu'on doit forcément y répondre. On a la possibilité de mettre un certain nombre d'orientations qui sont les choix qu'on va faire, basés sur le diagnostic ou basés sur d'autres choses, sur des envies, sur du potentiel qu'on a vu ça et là et qu'on aimerait finalement voir pour telle ou telle ville. À la suite de ces orientations, nous allons les décliner en actions. Le but pour nous, dans un schéma directeur, c'est que tout ça soit opérationnalisable à un moment donné. Donc, ça ne suffit pas de dire « on va faire », il faut encore expliquer comment on va faire. Et c'est pour ça que du choix politique de l'orientation, on va la décliner en actions et ensuite en actions spécifiques qui sont autant de projets. Et si vous n'avez pas cette logique-là, ça veut dire que les orientations que vous allez mettre ne seront pas mises en œuvre sur le terrain. Et au contraire, si vous mettez des actions spécifiques qui ne sont pas reliées à des orientations, ça veut dire qu'on va faire des choses qui ne sont pas prévues pour le schéma directeur. Donc il y a une cohérence qu'il faut trouver, et c'est à cet instant-là qu'on va trouver cette cohérence. C'est le bon moment dans l'étude du plan directeur, d'un schéma directeur, c'est le moment où on trouve cette cohérence. Mais avant toute chose, on va faire quelques perspectives démographiques parce qu'on a besoin de chiffres, on le verra plus tard encore, on a besoin de pouvoir quantifier un peu les choses. Ce n'est pas utile de simplement qualifier les choses, il faut les quantifier. Il faut trouver finalement quel est le nombre d'habitants aujourd'hui, quel sera le nombre d'habitants que nous allons prévoir à l'horizon 2035, et puis ça nous permettra de quantifier un peu les choses. Sans ces chiffres, il n'est absolument pas possible de faire un schéma directeur. Vous trouverez dans la littérature plein de schémas directeurs qui sont faits sans aucun chiffre, puisqu'on fait de la stratégie, on fait du développement stratégique. Nous sommes de ceux qui pensons que ce développement stratégique, quel qu'il soit, doit se baser sur un certain nombre de chiffres. Alors la difficulté, c'est d'avoir des chiffres précis, d'avoir des chiffres corrects. Nous allons voir comment faire en sorte que l'on puisse commencer à dimensionner les choses. C'est peu utile de savoir à la virgule près combien d'habitants se trouvent dans telle ou telle ville. Ce qu'on veut, c'est les proportions, c'est pouvoir commencer à quantifier les choses, à donner les grandes dimensions. Comment fait-on? On a un recensement en 84, un recensement en 96 et un recensement en 2007. Et avec des taux qu'on connaît, et maintenant l'estimation pour 2016, puisque c'est la date de référence, on prolonge simplement la droite et on trouve un taux que l'on va appliquer. Donc on a ensuite de l'année 2007, qui est l'année du dernier recensement, jusqu'en 2016, on va appliquer un certain taux, qui va nous donner un nombre d'habitants. Là, dans le cas de Brazzaville, on a 1 955 391 habitants, environ 2 millions. Et puis ensuite, on va appliquer un taux, donc à partir de ce premier taux d'accroissement, on reprend notre petit schéma à une autre échelle, on va se retrouver avec ce qui est connu, et puis on va prolonger. Donc on va ici, celui-ci est une estimation pour 2016, on est sur une estimation, et ensuite on va faire des scénarios de croissance. Donc grosso modo, le scénario qui est dans la tendance, le scénario qui est à la baisse, et le scénario qui est à la hausse. Et on a choisi de prendre le scénario qui est tendance, qui reprend
la droite ou la courbe qui prolonge le phénomène tel qu'il existe jusqu'à maintenant, ce qui nous donne une estimation pour 2035, et on va être sur 4 272 876 habitants, environ 4,2 millions d'habitants. Donc on va passer de 2 millions à 4,2. Disons, on va doubler carrément le nombre d'habitants. Alors à quoi ça sert tout ça? Ça sert à comprendre dans quelle proportion on va se trouver. Les perspectives démographiques sont quelque part un facteur externe à la ville. Nous allons voir maintenant les orientations stratégiques, donc les choix politiques que l'on va faire. Vous les voyez, elles sont écrites à côté de moi. Nous allons les passer en revue les unes après les autres. Tout d'abord, redéfinir la gouvernance. Alors on sait que dans la plupart des villes, donc on va s'éloigner, vous verrez, de notre cas d'étude qui est Brazzaville, pour y revenir, pour s'éloigner à nouveau, mais on essaie de remonter dans un contexte plus global d'Afrique subsaharienne, et vous verrez que c'est à peu près partout, à quelques rares exceptions, la même chose. Donc la question de la gouvernance, elle demeure entre l'État central, les ministères, et finalement les villes qui sont les bénéficiaires, mais la plupart des études sont commanditées par l'État central. Donc il faut voir, mettre à plat, comprendre comment on peut décider. Alors il y a un grand leurre de croire que tout doit être bien clair et bien étagé et bien hiérarchisé. Le monde marche rarement comme ça, donc rarement tout est clair, tout est transparent, et on peut même imaginer qu'un petit peu de non-transparence, justement, permet comme ça à tout le monde de s'y retrouver. Donc moi, je ne suis absolument pas pour que tout soit clair et que ce soit un préalable, mais je suis pour une compréhension de ces mécanismes pour voir quelle est la marge de manœuvre, à quel endroit on discute avec tel ou tel acteur. Quoi qu'il en soit, un peu de clarté, un petit peu plus de précision et un organigramme un peu plus clair et un peu plus simple à comprendre va dans le bon sens. Deuxième orientation, c'est améliorer le cadre de vie du plus grand nombre. Voilà. Ça pourrait être le premier, ça peut être le deuxième, ça peut être le troisième, peu importe. L'idée n'est pas de hiérarchiser les orientations, mais vraiment de comprendre ce qu'on veut faire et pourquoi on fait ce schéma directeur ou ce plan directeur. Là, on veut améliorer les conditions de vie du plus grand nombre. Alors c'est toujours les mêmes souhaits. Sincèrement, on va retrouver ça dans à peu près tous les schémas directeurs, mais il n'empêche que ça devra ensuite se traduire en action et en action spécifique. Et on verra que ce n'est pas si facile que ça. On souhaite faire de Brazzaville une ville de l'environnement. Ça, c'est très important. On va décliner un certain nombre de choses pour finalement rendre compte des grands mouvements internationaux aujourd'hui. Le Congo a signé un certain nombre de traités, donc comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ces traités? C'est au quotidien, sur le terrain, en faisant notamment de Brazzaville une ville de l'environnement. On cherche comme orientation à favoriser le développement économique. Voilà, ça, on va le retrouver aussi partout comme améliorer les conditions de vie, mais on cherche vraiment à mettre en œuvre, à mettre en place un système qui permet d'améliorer les conditions économiques de la ville et donc du pays. On cherche ensuite à tourner la ville vers le fleuve. On se rend compte que c'est une opportunité, ce fleuve. C'est un plus pour la ville de Brazzaville d'être au bord du fleuve. Et on va chercher finalement à jouer, à faire quelque chose avec ce fleuve. Voilà, donc il faut retourner la ville. Et plutôt que d'éloigner le fleuve de la ville comme on l'a fait jusqu'à maintenant, comme on arrive à jouer avec les niveaux du fleuve, à les contrôler, on peut finalement aller jusqu'au bord du fleuve avec la ville. Il faut savoir que ce soit l'océan, que ce soit un lac, que ce soit un fleuve, tout pendant qu'on n'arrive pas à gérer et à comprendre la disparité entre les différents niveaux du fleuve ou des lacs, il est très difficile d'aller jusqu'au bord du lac. Donc on se mettait toujours en retrait pour finalement laisser les zones s'inonder et à certaines périodes perdre en importance, mais on était toujours à l'abri de l'eau. Aujourd'hui, on arrive à comprendre quel est le niveau maximal, on arrive à gérer ce genre de choses, en amont souvent avec des barrages par exemple, et donc ce contrôle des eaux du fleuve ou d'un lac permet aujourd'hui d'aller urbaniser jusqu'au bord du fleuve et de faire
de ce fleuve une valeur économique, une valeur touristique. Et on en vient au dernier point qui est de valoriser les atouts touristiques de la ville. Cherche à développer le tourisme. Alors de nouveau, le tourisme, ça s'inscrit dans une longue chaîne, depuis finalement le prix des billets d'avion, la possibilité d'entrer dans un pays sans visa. Si vous devez attendre 3 semaines avec un visa qui coûte 200 €, si le prix du billet d'avion est trop cher, il n'y aura simplement pas de tourisme. Donc ça, je dirais que c'est de la stratégie, de la politique touristique, mais qui n'est pas dépendante du travail que nous, on fait comme urbanistes. Nous, ce qu'on peut faire, c'est mettre les conditions, finalement, les conditions physiques, les conditions urbaines pour que ce tourisme soit mis en valeur ou puisse se développer. Alors, une fois qu'on a les grandes orientations, on va ensuite mettre quelques grands principes pour les actions. Donc, on a dit orientation, les choix politiques, les actions, c'est sur le terrain ce qu'on va faire et on va les décliner en actions spécifiques qui seront des projets. Mais on a là derrière un certain nombre de principes de mise en œuvre qu'il faut garder en tête. Le premier, c'est la gestion de la ville et la planification du plus soft au plus hard. Je prends un exemple. On cherche, en cas de congestion, à ragrandir les routes. Avant ça, on va, plutôt que de casser des maisons et des rues entières pour agrandir des routes, on va s'interroger d'abord si on peut enlever toutes les carcasses, tous les embarras des rues qui traînent. Voilà. Une fois qu'on aura enlevé toutes les carcasses et toutes les poubelles dans les rues, on verra que ça fluidifie un peu plus. Ensuite, on va peut-être faire respecter les règles de la circulation. Quand on verra que si les gens arrêtent de se mettre n'importe où au milieu de la rue pour faire descendre et monter des gens, ça fluidifie beaucoup plus. Un des grands problèmes aujourd'hui dans nos contextes, c'est le non-respect des règles élémentaires de la circulation. Rien qu'en respectant les règles élémentaires, on aura fluidifié le trafic. Alors, on enlève les poubelles, on fluidifie. Si vraiment on fait un plan de circulation, il y a peut-être des rues qu'on doit mettre en sens unique, d'autres à double sens. On n'a encore rien touché, on a juste fait ce qu'on appelle du soft, donc on a juste fait respecter un certain nombre de choses et réfléchi. Et puis ensuite, ce plan de circulation va peut-être nous amener à quelques modifications de carrefour, un ici, un là, peut-être même un feu, pourquoi pas. Et puis ensuite, si vraiment ça ne fonctionne pas, on va peut-être tirer la conclusion qu'il faut absolument agrandir certains tronçons, certaines routes. Mais c'est sans doute pas l'ensemble d'un tronçon, c'est peut-être des petits morceaux. Et peut-être qu'on verra à la fin qu'il faudra la route de contournement ou l'autoroute qui permet de traverser la ville et qu'on n'arrive pas autrement. Mais avant d'arriver à cette conclusion, avant d'arriver à ça qui est extrêmement coûteux et qui est difficile et long à mettre en œuvre, on a toute une série de mesures qui ne coûtent rien, qui sont faciles à mettre en œuvre, jusqu'à la plus hard qui est finalement la réalisation physique d'une nouvelle autoroute. Voilà, et on doit avoir en tête, quand on veut aujourd'hui gérer et planifier nos villes, cette idée-là. On va de ce qui est facile, rapide et peu coûteux à ce qui est plus lent, plus coûteux et plus difficile. Et c'est dans cet ordre-là et pas dans un autre ordre. Donc, à un moment donné, avant de faire un pont pour 6 voies, 2 voies de chemin de fer, des gens qui pourraient passer, et on commence à se poser la question, quel est le problème ? Il y a un problème de passage. Est-ce que, en modifiant telle ou telle chose, est-ce qu'en régulant un peu, peux faire passer tous les gens ? Si la réponse est non, je vais toujours un petit peu plus loin jusqu'à ce qu'on arrive à cette situation extrême qui est la construction d'un nouveau pont pour désenclaver absolument tout. Deuxième principe de mise en œuvre, l'aspect financier. Il faut diversifier les situations financières. On peut faire des partenariats publics-privés, on peut faire de la taxation, on peut demander à des bailleurs de fonds de faire des prêts, de faire des dons. Il y a toute une série de mécanismes, mais il faut absolument aujourd'hui utiliser tous ces mécanismes et les diversifier. Il y a une expression qui dit qu'on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Effectivement, il ne faut pas avoir un seul mode de financement pour sa ville, parce que si ce mode-là périclite, il n'y a plus rien du tout. Si ce mode est fait avec un autre, un troisième, un quatrième, un cinquième, et que tout ça est mis en cohérence,
finalement, si un bailleur de fonds se retire, c'est moins grave puisqu'on a tout l'ensemble du dispositif qui reste et donc les autres manières de financer. Donc ça, c'est extrêmement important pour la durabilité de l'action urbaine. Vous pouvez faire des actions, mais si elles ne sont pas durables dans le temps, ça sert strictement à rien. Et c'est par le financement ou par la diversification des mécanismes de financement qu'on arrivera aussi à cette durabilité. Troisième principe, chercher l'évolutivité des solutions. Une solution n'est pas une solution toute faite, elle peut évoluer dans le temps, elle doit évoluer dans le temps. Donc on laisse de la marge de manœuvre, on ne doit pas répondre et puis finalement le seul moment où ça fonctionnera c'est au point final quand tout sera fait. Non, on doit avoir des solutions qui fonctionnent dès à présent et qui peuvent changer avec le temps, qui peuvent évoluer. Il faut donner de la continuité, de la cohérence dans les documents d'urbanisme. Alors là, on va prêcher un petit peu pour notre propre paroisse, mais ça ne sert à rien de faire un schéma et de faire une série de plans s'il n'y a pas de cohérence entre eux. Donc on doit donner cette cohérence, comme on a dit, entre les orientations et les actions spécifiques, on va donner de la cohérence, entre nos différents plans et entre les différents types de travaux d'urbanisme, il doit y avoir cette même cohérence. Ce sont les poupées russes les unes dans les autres, autrement ça ne fonctionne absolument pas. Et puis le dernier, sans doute le plus important, c'est la prise en compte des mécanismes d'urbanisation, des dynamiques urbaines, des dynamiques sociales. Si dans une ville, on s'est développé à l'ouest et à l'est, mais pas au nord, c'est qu'il y a une raison. L'urbaniste débutant va dire « Ah, il reste des terrains au nord, je vais mettre mes futurs lotissements au nord. » Mais si pendant 40 ans, rien ne s'est passé au nord, c'est qu'il y a une raison. Donc, ne planifions pas au nord des nouveaux lotissements, tout pendant que nous n'avons pas compris pourquoi les gens ne se sont pas installés directement au nord. Les orientations, qui sont les choix, certain nombre de recommandations, de mise en œuvre des actions, et maintenant nous allons voir les actions. Et les actions, nous allons prendre quelques exemples, qui peuvent être, par exemple, ouvrir à l'urbanisation de nouvelles zones. Ça, c'est une action. Et on aura des actions spécifiques qui pourraient être créer de la réserve foncière, développer des projets d'habitat social, développer tel type de lotissement, faire un écoquartier. Il y a toute une partie qui se regroupe. Ce sont des actions spécifiques qui viennent sous le grand chapeau d'une action qui est l'ouverture à l'urbanisation d'un certain nombre de nouvelles zones. Donc regardons maintenant une synthèse et on va commencer à comprendre comment se déclinent ces orientations, actions et actions spécifiques. Si je fais un schéma, un tableau, on a les orientations, qui sont les choix politiques, les actions, le grand cadre dans lequel vont se décliner un certain nombre d'actions spécifiques qui sont l'équivalent des projets. Donc je reprends mon orientation qui était améliorer les conditions de vie. On peut, pour améliorer les conditions de vie, ouvrir à l'urbanisation de nouvelles zones, favoriser la mixité des fonctions au sein des quartiers, encadrer le processus de restructuration du centre-ville. Dans cette action, ouvrir à l'urbanisation, on peut avoir un premier point qui est acquérir de la réserve, développer l'habitat social, renforcer les politiques de l'habitat. Voilà. Donc ça veut dire que notre orientation à améliorer les conditions de vie se décline en ouvrir à l'urbanisation, favoriser la mixité, encadrer le processus. Il y en a plein d'autres, bien sûr. On montre qu'un exemple, qu'une petite partie de la synthèse, et ceci qui est ouvrir à l'urbanisation de nouvelles zones, qui est une action, se décline en actions spécifiques qui sont autant de projets qui peuvent ensuite faire l'objet de fiches de projet, et puis on sait qui va faire quoi, quel ministère, quelle ville, et combien ça va coûter. Donc finalement, le coût global de notre schéma
va se trouver dans la somme de ces actions ici qu'on va rédiger sous forme de liste, sous forme de fiche de projet. Et pour chacune des actions, on aura un certain nombre de points. Donc je ne vais pas tous les mettre, vous avez maintenant compris le principe, mais on a ces orientations déclinées en actions spécifiques que l'on rédige à la fin sous forme de fiche de projet. Voilà, on a vu le diagnostic, on a vu les orientations, on a vu la mise en œuvre de ces orientations, ou de ces actions plutôt, puisque ces orientations, nous les avons déclinées sous forme d'actions et d'actions spécifiques, et ensuite, finalement, sous forme de fiche de projet. Voilà, vous savez tout maintenant. On va aller un cran plus loin, c'est-à-dire sur la vision à long terme. On va donner quelques chiffres, et ensuite, nous pourrons passer au schéma en tant que tel. Et finalement, on va, à un moment donné, mettre sur un plan, spatialiser toutes ces différentes actions et actions spécifiques. Et si ces actions ne sont pas spatialisées, à un moment donné, ça veut dire qu'elles ne seront pas prises en compte dans le plan, puisque la finalité de notre plan directeur, c'est un plan, c'est une carte, support papier, avec souvent un règlement ou un rapport qui l'accompagne, mais on est bien dans cette idée-là d'un plan que l'on doit mettre en œuvre, et donc toutes ces actions à mettre en œuvre doivent être visibles quelque part sur le plan qu'on va faire.